Et pour parler de tous ces sujets, j'ai le plaisir d'accueillir autour de la table Ludovic de Sauté. Bonjour Ludovic. Bonjour Raphaël. Directeur délégué de La Tribune, Léonidas Kalogéropoulos. Bonjour Léonidas. Bonjour. PDG de Médiation et Arguments. Et Patrick Artus. Bonjour Patrick. Bonjour Raphaël. Économiste et conseiller économique de la société de gestion Osiam. Alors pour commencer, je voulais qu'on parle de ce sondage Toluna Les Échos pour l'Institut Paul Delouvrier. Qui, je l'ai dit, mesure chaque année, ça fait longtemps, plus de 20 ans, les attentes des Français vis-à-vis de l'impôt, de leurs services publics, nombreux et variés. Des Français qui sont plutôt satisfaits des services publics d'ailleurs comme usagers. Les 3/4 se disent plutôt positifs, mais par contre très critiques sur la fiscalité. Ludovic, qu'est-ce que vous retenez de ce sondage ? D'abord une perception, c'est-à-dire que visiblement le débat budgétaire, malgré le discours de Sébastien Lecornu, d'Amélie de Montchalin, en disant qu'il n'y aurait pas une pression fiscale qui augmente. Qui augmente dans le prochain budget. Visiblement, quand on interroge les Français, il n'y a pas ce sentiment-là, il y a le sentiment d'un tour de vis masqué, et puis se pose évidemment en creux la question de l'efficacité. C'est celle-là qui est posée, c'est-à-dire en gros, les Français en ont-ils pour leur argent, c'est-à-dire par rapport au taux de prélèvement et au degré des impôts, et la qualité perçue des services publics, même si fondamentalement, vous le disiez tout à l'heure, ce sondage ne fait pas apparaître tellement une sorte de bashing contre le service public. Non. Mais en revanche, s'il y avait un choix Bien à au faire, contraire. S'il y avait un choix à faire aujourd'hui entre améliorer les services publics ou baisser la fiscalité, les Français ont choisi leur camp, c'est-à-dire de se dire aujourd'hui, c'est aux services publics de faire leur mue, de devenir plus efficaces, quelque part à un moyen constant. Donc c'est ça la grande lecture finalement, et qui renvoie un petit peu au débat budgétaire qui n'était pas à la hauteur de cette question qui est posée par les Français. Léonidas, Amélie de Montchalin, effectivement, a dit, répété, la ministre des Comptes publics, qu'il n'y avait pas d'augmentation des prélèvements obligatoires dans ce budget. Si on est un peu plus précis, c'est qu'en fait, sur les ménages, effectivement, il n'y a pas ou peu de hausse, quand même la hausse de la CSG sur le capital, mais il y a un véritable transfert sur les entreprises. C'est sur les entreprises, mais heureusement d'ailleurs que la totalité des Français prennent conscience que si on taxe leurs entreprises, eh bien, au bout d'un moment, ça va se répercuter sur une taxation, une augmentation de la taxation pour l'ensemble du pays. C'est une prise de conscience heureuse. Et cette manière, d'ailleurs, d'essayer d'avoir une sorte de discours démagogique consistant à dire on a tapé les entreprises, donc les Français sont épargnés, cette phrase est indicible. On a tapé les entreprises, donc les Français sont épargnés. C'est heureusement qu'aucun Français n'achète cette déclaration. C'est pas tout à fait ce que dit la ministre de l'Action des Comptes publics non plus. Elle dit que globalement, le taux de prélèvement obligatoire n'augmentera pas d'une année sur l'autre. Non, mais il est exact de dire que lorsque l'on fait peser la fiscalité sur les entreprises et quand de surcroît, les segments de fiscalité qui sont en augmentation sont ceux qui frappent les entreprises qui produisent en France, eh bien globalement, on a chargé la barque fiscale pour l'ensemble de notre pays et pour tous les Français. Et cette perception, heureusement qu'elle existe, heureusement que cette exigence de baisser la pression fiscale sur l'ensemble de notre pays est bien présente, et ce n'est pas du tout paradoxal avec une exigence d'amélioration des services publics. On le voit bien, la croissance de la dépense publique est corollaire à une dégradation du service rendu. D'ailleurs, je trouve ça très bien que les Français n'en veuillent pas à leurs interlocuteurs dans les services publics, puisqu'ils disent en substance, c'est pas dans le contact direct avec ces services qu'il y a un problème. Mais le service rendu dans son ensemble doit être amélioré. C'est-à-dire que même globalement, c'est tout le pilotage de la sphère publique qui est mis au défi à travers ce sondage. Ils sont quand même 3/4 à estimer, enfin être plutôt heureux des services publics, Patrick Artus, dans ce sondage. Alors juste un mot de précaution, il est très difficile de comparer les taux de prélèvement obligatoires entre les pays. Par exemple, il y a des études qui montrent que la pression fiscale aux États-Unis est plus forte qu'en France si vous intégrez les dépenses de retraite, les dépenses d'éducation et les dépenses de santé. C'est ça. On n'a pas le même périmètre, évidemment. On n'a pas le même périmètre. Quand vous avez de la santé largement privée, de l'éducation largement privée, et bon, voilà. Donc il faut faire attention. Et donc le fait que ce soit
socialisé, nationalisé, Oui, mais- je ne sais pas comment le dire au public en France, Mais c'est que c'est plus efficace qu'aux États-Unis. les États-Unis ont intéressant, un quand même, système comme de chiffre. santé, par exemple, extrêmement inefficace, avec des prix de la santé Plus cher, en tout extrêmement cas, élevés. certainement. Et puis un système du éducatif médicament. extrêmement inefficace, avec des prix d'éducation privée extrêmement élevés. Donc il faut faire attention aux comparaisons internationales. Alors, pour répondre à votre question, toutes les études montrent qu'il y a vraiment un problème d'efficacité de la demande de la dépense publique en France. Et c'est assez curieux le résultat du sondage, parce que sur l'éducation, ça fait pas question. On a un système éducatif qui est les résultats baissent, enquête après enquête plus mauvais. Vous savez et surtout dans les matières scientifiques, uniquement 3% des jeunes Français ont un niveau avancé en maths, alors que c'est 40% des jeunes Singapouriens ou des jeunes Coréens. Et ça fait mal. C'est dramatique. Ça fait mal. Et donc il y a vraiment un problème du système éducatif. Il y a un problème de l'hôpital. C'est pas une critique des médecins hospitaliers qui sont extraordinaires, mais c'est une critique de l'organisation de fonctionnement. C'est une critique de la relation entre la médecine de ville et l'hôpital. Et alors, il y a des travaux qui montrent que si on compare les pays, et si on compare les pays par rapport, par exemple, aux indicateurs de performance du secteur public qui sont publiés par la Banque mondiale, on devrait, si la France avait des services publics efficaces en termes de coûts, avec le niveau de qualité et de services publics qu'on a en France, on pourrait réduire les dépenses publiques de 7%. Et donc, on a un problème d'efficacité du secteur public. Mais réduire de 7% ou de 7 points de PIB Non, de 7%. Ça fait 4 points de PIB. Quoi. C'est quand même beaucoup. C'est beaucoup, oui. C'est quand même beaucoup. Oui, 4 points de PIB, ça fait plus de 100 milliards. C'est ce qui nous manque pour redresser les comptes publics. Et donc, il faut réfléchir. Mais alors, on sait sur quoi il faut travailler. Il faut travailler sur l'absence de responsabilité. Sur le système des agences, par exemple, en Suède, est extrêmement efficace parce qu'une agence publique a une fonction de l'État en charge. Alors qu'aujourd'hui en France, il y a plein de services de l'État qui ont une fonction de l'État en charge. Qu'on pense au transport en ville, par exemple. Oui. Il faut réfléchir évidemment à l'âge de la retraite. On va pas pouvoir garder 62 ans et 9 mois comme âge légal de la retraite. Il va falloir évidemment repousser l'âge toute de la l'Europe est à retraite. 64 à 67 ans. Voilà. Et donc si on recommençait à repousser l'âge de la retraite et si on optimisait l'interaction entre les services publics pour remplir les fonctions de l'État, on gagnerait ces 4 points de PIB, je dirais. Donc c'est pas impossible. Non, c'est pas impossible. On peut répondre aux attentes des Français, moins d'impôts et un meilleur service public. Si vous regardez les sondages, 75% des Français disent qu'ils ne veulent pas travailler au-delà de 62 ans. 55% des Français disent qu'il ne faut pas faire d'économies sur les dépenses de santé, rejettent les tickets modérateurs, etc. Donc aussi, on a une opinion qui n'est pas du tout préparée à l'effort qu'il va falloir faire pour réduire la dépense publique. Oui, enfin l'effort, pardon, mais c'est un effort assez enthousiasmant aussi. On peut aussi regarder tout ça comme une aventure assez, comment dirais-je, réjouissante. C'est pas tout à fait la perception des Français, Charles Leonidas. Oui, mais on dirait qu'on va devoir aller à Canossa et souffrir. C'est pas de la souffrance. Je vais vous prendre un exemple dans l'éducation et d'ailleurs dans l'ensemble de la santé publique. On a des réflexions sur la souveraineté numérique et le fait de s'affranchir des GAFAM. Oui. Et voilà un sujet extraordinaire de travail en commun avec des entreprises, avec la sphère privée. Tout ça peut dialoguer. Et comment est-ce qu'a réagi la sphère publique? Elle a dit maintenant on va faire nos outils à nous. On va prendre des administrations qui vont produire leurs propres outils numériques d'administration pour bien rester cloisonnés dans notre sphère. Vous faites très directement référence à une visio créée par la DINUM, la direction interministérielle pour le numérique, pour remplacer les Teams. Ouvrez, respirez. Google Meet. C'est une occasion extraordinaire de renouer entre entreprises, services publics, usagers, de dialoguer, de casser ces espèces de citadelles
qui au bout d'un moment finissent par vivre à huis clos, en autarcie, et se couper de toute notion d'efficacité, de dialogue, de réponse à l'attente, et avec une suradministration. On le voit dans l'hôpital, avec les ARS, avec un taux d'administration et de bureaucratie qui étouffe. Mais c'est enthousiasmant de libérer tout ça. Enfin, il n'y a pas de souffrance derrière. Il y a forcément des coûts qui doivent être coupés de temps à autre. Il va falloir qu'on considère que on est un pays en reconstruction. Mais absolument, il faut tout reconstruire l'industrie, il faut reconstruire le numérique, il faut reconstruire le système éducatif, etc. Ça nous rend joyeux, écoutez. Et pendant qu'on reconstruit, il faut se serrer la ceinture en termes de consommation. Il faut privilégier l'investissement à la consommation, ce que les Français refusent. Les Français refusent de faire des efforts sur leur consommation pour investir davantage. Il y a beaucoup d'épargne disponible. On aurait présenté la feuille de route exactement comme vous le faites. Je pense que les Français sont totalement prêts à entendre une feuille de route comme celle-là sur l'investissement, sur la jeunesse, sur la reconquête. Non mais pardon, Léonidas, dès qu'on demande de faire un effort, c'est chez les autres, mais c'est pas chez moi. C'est not in my backyard, comme on dit. Et gageons que c'est à nous de trouver la bonne manière. Travail pédagogique, voilà, peut-être à faire sur là où ça va pas et là où il y a des efforts à faire. Là où ça va bien depuis 2017, c'est sur l'apprentissage. On a multiplié par 3, plus de 3, on est passé 300 000 à 1 million d'apprentis. Ça, c'est une véritable victoire, je ne sais pas, un progrès en tout cas à saluer. Tout le monde dit que c'est un résultat exceptionnel et pourtant, on a un décret qui s'apprête à sortir pour tailler dans les aides à l'apprentissage, Ludovic. Alors, est-ce que c'est une bonne nouvelle ou pas? Est-ce que c'est ce qu'il faut faire au moment où, je rappelle que l'INSEE nous a donné les chiffres pour le chômage du 4e trimestre la semaine dernière, le chômage des jeunes repart à la hausse. Ouais. C'est pour boucler avec le sujet précédent sur le sondage de l'ouvrier, je trouve que c'est une mesure qui, si elle se confirme, une mesure qui va pas dans le sens de l'histoire, en fait, très curieusement, sincèrement. Alors, on voit le besoin d'économie, là on parle d'économie de 200 millions, 300 millions, 400 millions. C'est 200 millions en 2026 et 700 millions quand même. C'est pas une paille en 2020. Le tour de vis étant essentiellement, on va dire, sur tout ce qui est apprentissage sur le supérieur, c'est-à-dire les licences, les masters, les ingénieurs, en gros. Alors oui, vous allez dire, c'est des formations sur lesquelles peut-être que l'apprentissage ne relève pas d'enjeu, mais je vous rappelle qu'on a un enjeu, Patrick le disait à l'instant, de réindustrialisation, on a un enjeu de reconstruire quand même une vitalité économique dans ce pays. Oui. Et au moment où on décrète cet enjeu-là, on va vers un tour de vis sur des formations qui sont des formations d'ingénierie, donc c'est un premier signal. Et puis d'autre part, il y a cette fragilité dont vous parlez, Raphaël, c'est-à-dire la difficulté qui est de plus en plus perceptible, qui va sûrement se confirmer avec le déploiement de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire les jeunes cols blancs, là, l'intégration sur le marché professionnel commence à être de plus en plus problématique. Il y a une productivité qui s'améliore, ça c'est la bonne nouvelle, mais il y a une génération là qui commence à avoir du mal à absorber le marché du travail. Et je trouve que, je l'ai déjà dit, je le redis, qu'au même moment où un gouvernement n'est pas capable de toucher au barème d'impôt sur les retraités, serrer la vis sur l'apprentissage, c'est acté que ce pays vieillit et devient à l'abattement pour frais professionnels, voilà, par exemple, de 10% des retraités. Construisons l'avenir aussi, c'est-à-dire que arrêtons d'avoir juste une vision gestionnaire pour des économies de quelques centaines de millions. Il y a un enjeu sur l'éducation, il y a un enjeu sur l'industrie, il y a un enjeu de compétences. On parle de compétences hyper importantes aujourd'hui dans la concurrence qu'on a avec la Chine. C'est plus une concurrence uniquement de prix, on va en parler tout à l'heure, c'est une concurrence technologique. Chine nous dépasse technologiquement. Ah oui, très clairement. Moi, je pose une autre question, c'est quand même les dépenses, les subventions à l'apprentissage sont passées entre 2017 et 2025 de 6 à 16 milliards d'euros. On a mis 10 milliards d'euros sur la table pour financer des bac plus 3 à bac plus 5 qui de toute façon sont au plein emploi en sortie d'études 6 à 2 ans après. Est-ce qu'il n'y a pas des efforts à faire, Léonidas Kalogeropoulos? Je pense qu'il y a une réflexion sur la méthode, et j'écoutais ce matin Alexandre Sobo, qui le président de France Industrie, invité de la matinale qui disait, Business, avec justesse, je pense que les difficultés que nous rencontrons aujourd'hui étaient finalement dans l'ADN de la manière dont on a mis en place ce système au départ. On a arrosé.
Et d'ailleurs, c'est très très embêtant parce qu'à chaque fois que l'on se dit, bon ben allez, on va y aller, on va mettre le paquet, puis après on corrigera le tir, on peut pas corriger le tir comme ça. Les interventions de l'État, lorsqu'elles sont massives à ce niveau, eh bien, elles donnent des indicateurs, elles donnent des prévisions, les acteurs économiques se structurent autour de ces éléments, et après, quand on change de curseur, ça chamboule tout. Or, comme on a tout arrosé, il y a quoi comme paramètre à prendre en considération dans l'accompagnement des apprentis? Il y a effectivement le niveau des apprentis, le niveau de diplôme. Moins ils sont diplômés et plus il faut accompagner leur formation. Donc cet accompagnement, c'est un investissement de l'entreprise et il faut l'accompagner. Oui. C'est pour cela qu'il y a ces aides. Et ensuite, il y a le niveau des entreprises qui les embauchent. Avoir une aide apportée aux petites structures, aux artisans, aux start-up pour embaucher des apprentis, c'est probablement ce qui est nécessaire pour qu'ils en embauchent, sinon ils ne les prendraient pas. Donc c'est plus cibler la taille de l'entreprise que le niveau de diplôme, selon vous ? Cibler la taille des entreprises, cibler le niveau de diplôme, c'est les paramètres sur lesquels il faut jouer. Or, en arrosant de manière inconsidérée, on n'a pas pris avec discernement ces éléments, donc maintenant il faut tout corriger. Et ce qui est frappant... Après, ça a permis une explosion de l'apprentissage quand même. Hein, je rappelle les chiffres, ça a permis, de 300 000 à 1 million. D'accord, mais maintenant, il y a effectivement le chômage des jeunes qui reprend. Et on est en train de... effet d'aubaine pour les grandes entreprises. Mais absolument. Donc, ce que proposait Alexandre Saubeau, et je trouve que c'est très intéressant, c'est de dire, mais travaillons ensemble avec les filières pour faire les ajustements. Encore une fois, pourquoi est-ce que l'État, dans toutes ses sphères, est incapable de dialoguer avec ses partenaires économiques? On dirait qu'on est des espèces de monstres qu'il faut tenir à distance, avec lesquels il faut dialoguer avec une longue cuillère, et que la vérité établie, administrée, bureaucratisée, va tomber d'en haut. Ça loupe à chaque fois, quel que soit le domaine et quelle que soit la dépense considérée. Donc travaillons ensemble, et il y a là évidemment une piste nécessaire pour accompagner à la fois l'intégration des jeunes et la croissance économique de notre pays. N'hésitez pas à réagir sur mon compte Twitter @legenrat, comme le fait Davidia. Les ingénieurs n'ont pas besoin d'apprentissage, ils sont recrutés à la sortie de l'école. Ça paraît du bon sens. Oui, alors il faut faire attention, parce que d'abord on voit commencer des difficultés pour les jeunes diplômés scientifiques à trouver un emploi. Et puis, je suis assez sensible à l'argument de Léonidas. Il faut distinguer les start-up ou les grands groupes du CAC 40. Un grand groupe du CAC 40 aura la même politique d'embauche avec ou sans aide à l'apprentissage. Une start-up renoncera à embaucher des gens parce que c'est une start-up, ça ne gagne pas d'argent et donc ils ne peuvent pas mettre plus en péril leur compte d'exploitation. Donc il faut regarder par type d'entreprise et il faut probablement garder des aides importantes. Enfin, il aurait fallu garder des aides importantes pour les diplômés du supérieur qui rentrent dans des petites structures, dans des petites entreprises. Et puis, on sait... Toutes les études montrent, et effectivement, comme il a été dit à l'instant, que l'intelligence artificielle réduit essentiellement les embauches de jeunes. Et alors, c'est quand même assez inquiétant, parce que... Qu'est-ce qu'on voit pour l'instant ? Alors, on voit que... Alors, c'est des études américaines, hein, parce que c'est en avance aux États-Unis. On voit, alors, d'abord que les secteurs qui perdent des emplois sont les secteurs où l'intelligence artificielle se déploie le plus vite, donc ça c'est clair, mais surtout que ça a peu d'effet sur l'emploi des personnes qualifiées, relativement confirmées dans leur travail, et ça a un effet très négatif sur les embauches de jeunes. Et alors ça serait désastreux si c'était vraiment l'effet à long terme de l'intelligence artificielle, parce qu'on concentrerait l'emploi sur les personnes déjà qualifiées et déjà avec de l'expérience professionnelle. Donc entre Acemoglu d'un côté et Philippe Aghion de l'autre, c'est plutôt Acemoglu qui aurait raison. Ils étudient pas ça, ils étudient la structure sectorielle, mais il y a d'autres études qui montrent que c'est vraiment dans les secteurs très impactés par l'intelligence artificielle, c'est l'embauche des jeunes qui a été très fortement impactée, et l'emploi des personnes confirmées est à peu près invariant à l'intelligence artificielle. Bon, parce que certains estimaient aussi... Et donc, il y a quand même quelques arguments pour maintenir une aide. Alors, l'argument taille et type d'entreprise... Oui, c'est le cas dans ce que prépare le gouvernement. Hein, c'est-à-dire que vous avez différentes aides en fonction des entreprises de plus de 250 salariés ou de moins de 250 salariés, en fonction du niveau de diplôme. Même moins de 250 salariés pour des embauches d'étudiants.
sur du supérieur, c'est comme très bas. Parce que votre auditeur disait les ingénieurs sont embauchés sans problème. Ils sont embauchés, effectivement, comme vous le disiez, sans problème dans les grandes boîtes, mais ils ne sont pas embauchés avec autant de facilité dans les petites. Et en l'occurrence... moi, j'ai toujours entendu dire, Eric, hier pour le citer d'ailleurs, qui est quand même l'un des meilleurs sur les questions d'emploi de l'OFCE, qu'au-dessus de Bac+3, on est au plein emploi. Vous avez le diplôme, contrairement à ce que l'on croit, garantit un job. Le plein emploi n'est pas forcément aux besoins des entreprises. C'est ça que dit Léonidas. Aujourd'hui, on a besoin de réindustrialisation. Une grosse PME qui est en dessous de 250, qui est dans le secteur aéronautique, qui est un sous-traitant clé peut-être pour Airbus, sa difficulté à justement détourner 2-3 ingénieurs du marché qui vont être captés par une multinationale est un vrai défi aujourd'hui. Mais absolument. Il faut regarder justement parce qu'il y a plein emploi. Justement, il faut voir quel est l'objectif. On a un objectif à la fois d'intégration des jeunes et un objectif de réindustrialisation. Ce sont les deux objectifs qu'il faut travailler ensemble. Et d'ailleurs, Raphaël, quand vous dites c'est le décret que le gouvernement vient de sortir, il y a quand même, en termes de méthode, quelque chose qui est un peu aberrant. On sait bien qu'il y a un problème de finances publiques. Quand on passe de 6 milliards à 16 milliards de dépenses, bien entendu, il faut corriger le tir. Enfin, qu'on travaille ensemble. On a tous attendu ce décret, comme si la PITI allait donner finalement la direction. Pardon, mais c'est le rôle de l'État d'organiser les guichets publics. Non, ce n'est pas le rôle de l'État de fonctionner de cette manière-là. Il y a un dialogue qui doit exister. Ce dialogue, il y a vraiment à recoudre un dialogue dans notre pays entre la sphère publique et la sphère privée, et ce dialogue dysfonctionne à tous les niveaux. D'ailleurs, ça fait partie des sujets dont l'ensemble des acteurs entrepreneuriaux vont s'emparer pour qu'on dialogue à tous les niveaux. Un peu compliqué là en de ce manière moment, déconcentrée et décentralisée. Patrick. Un dernier argument pour soutenir l'idée qu'il faudrait quand même préserver une certaine aide à l'apprentissage pour les diplômés les futurs diplômés du supérieur, c'est l'âge moyen d'entrer dans la vie active avec un emploi stable. Et les études nous montrent que c'est 28 ans en France. Et donc, on sait que l'apprentissage réduisait cet âge moyen. Les apprentis trouvent plus vite un emploi stable que les gens qui ont... c'est vrai que quand on a formé un apprenti, on se dit qu'on a envie de l'embaucher derrière, si on a fait le boulot. Et donc aussi, il faut faire attention à ça. Il faut faire attention à ne pas faire réaugmenter l'âge moyen d'entrée dans la vie active avec un emploi stable. Tout de même, peut-être sur ce sujet, reboucler aussi avec la proposition du MEDEF d'un contrat un peu adapté un aux peu jeunes. Polémique. Non, mais il a été polémique parce que manifestement, peut-être, il n'a pas eu l'anticipation qu'il fallait sur la réaction possible. Ça rappelle des souvenirs de choses qui ont crispé par le passé. Mais objectivement, que le MEDEF s'intéresse à ce sujet et que le patronat dise on ne va pas laisser se dégrader dans cette proportion la situation des jeunes qui rentrent dans le marché du travail, heureusement qu'il y a cette réflexion. Et quelle est la réflexion derrière? C'est de dire, lorsque l'on prend un jeune qui, effectivement, et c'est la cible principale, est sans emploi, sans formation, sans diplôme, c'est un investissement pour l'entreprise. Est-ce que ça va bien marcher ou pas? Si une fois qu'on l'a pris, on est enfermé dans un contrat et qu'il n'y a pas de flexibilité, on ne le fait pas. Donc, cette souplesse qui était proposée, qui est de dire que au fur et à mesure des années qui passent, les droits augmentent, et puis au bout de 3 ans, si ça marche bien, 3 ans, on l'embauche. Franchement, alors peut-être que nous aussi... Est-ce que c'est pas le statut même d'apprenti? Mais peut-être que c'est un peu dans l'esprit du statut d'apprenti. Mais si on ne fait rien, et si on a l'espérance absurde que l'on va imposer aux entreprises d'embaucher des jeunes et qu'on va le faire de manière, contraignante avec des décrets et comme on aime le faire avec cette verticalité, on n'y arrivera pas. Donc véritablement, cet enjeu, je pense qu'il y a des signaux qui viennent de toutes parts pour dire que la place des jeunes dans notre société est très très mal accompagnée, que ce soit les arbitrages qui ont été faits sur la retraite ou ce sujet qui est très très mal pris en main actuellement, il faut absolument corriger le tir. C'est l'avenir de notre pays qui est en jeu. Je rappelle 2 chiffres quand même avant de nous passer la parole, Ludovic de Sauté. Le taux d'emploi des 15-24 ans a augmenté dans les derniers chiffres de l'INSEE. Le chômage augmente, mais le taux d'emploi aussi, ça c'est une bonne nouvelle. Par contre, les NEETs
que vous avez cité, donc les jeunes sans emploi, sans diplôme et sans formation, a augmenté lui aussi depuis 2019, de 0,7 points. Donc est-ce qu'il n'y a pas urgence à concentrer les aides, j'en terminerai par là, sur ceux qui n'ont aucune formation, aucune qualification, avant d'aider les Bac plus 3 à Bac plus 5, Ludovic de Sauté. Sûrement, et d'ailleurs c'est tout l'appel à juste titre de Léonidas, de dire il serait temps que l'État soit un peu plus intelligent dans ce pilotage. On l'a vu sur les niches fiscales, on l'a vu plus de 20 ans pour faire une étude un peu poussée sur le pacte du treuil, ça. L'État ne sait pas piloter. Et c'est une grande difficulté. Honnêtement, c'est une grande difficulté, c'est-à-dire à laquelle on se heurte. Après, sur ce point précis, j'allais dire, je trouve que cette annonce montre qu'on est dans un mauvais logiciel, c'est-à-dire que sur l'apprentissage, qu'il y a un vrai débat et sur lequel on peut améliorer la performance, et il y a sûrement eu des milliards qui se sont évaporés dans des systèmes et notamment dans les centres de formation aussi, il y a beaucoup de problèmes à les creuser, on va pas se mentir. Mais pour autant, j'allais dire, aujourd'hui, l'État, dans sa vision budgétaire, ne montre pas le bon logiciel. C'est-à-dire que l'apprentissage n'est pas une dépense, c'est un investissement. Si on le pilote bien, c'est un investissement. Et là, aujourd'hui, l'annonce qui est faite, c'est une annonce, on va serrer sur la dépense, alors que c'est l'appel que lance Léonidas. C'est un investissement, c'est-à-dire comment ce pays demain est doté de gens qui à la fois intègrent le marché du travail dans les bons secteurs et en répondant à la capacité des différentes entreprises, selon leur taille, selon leur secteur, selon leurs problématiques régionales et autres. Tant qu'on n'aura pas ce niveau de débat aujourd'hui dans ce pays, ça va être compliqué. Mais il faut qu'on recousse tout, parce que vous avez raison de dire qu'il faut tout reconstruire, mais moi je trouve ça très enthousiasmant, mais il faut aussi qu'on y prenne notre part. C'est à nous aussi d'aider l'État à mieux piloter, à ouvrir des espaces de dialogue, et voilà, on doit prendre notre part. On ne va pas attendre que l'État se réforme tout seul, il a un peu de mal, mais aidons-le. Et de ce point de vue-là, je pense qu'on a la capacité de faire des propositions et d'y travailler. Et encore une fois, de ne pas attendre comme ça que le décret tombe avant d'en parler. Il faudrait vraiment que tout cela se fasse en amont entre le public et le privé. Un appel au dialogue et à la communication entre les espaces publics et privés. Ça s'appelle une nation. Avant la coupure pub, ça s'appelle faire nation, absolument. Cher Léonidas.